Bienvenue à la deuxième vidéo de la série Rédaction de demande de subvention 101. Ce webinaire a été préparé par l'Unité de développement communautaire du ministère de la Culture et de l'Alberta. Avant de commencer, je tiens à mentionner que notre objectif dans cette série de vidéos est de vous donner les connaissances qui vous permettront, d'une part, d'améliorer vos compétences en rédaction de propositions et de demandes de subvention, et d'autre part, d'appliquer ces compétences pour améliorer vos futures demandes. La série de vidéos vise à ce que vous tiriez au moins un conseil ou un nouvel enseignement qui vous sera utile au moment d'élaborer et de concrétiser votre projet ou votre initiative communautaire. Les renseignements présentés dans les vidéos servent à la fois d'introduction et de rappel à ceux et celles qui souhaitent soumettre des demandes de subvention et obtenir du financement. Il existe des ressources liées à cette vidéo qui nous fait plaisir de partager avec vous. Dans la description écrite de la vidéo, vous trouverez un lien vers une trousse d'outils qui fournit d'autres liens et des ressources supplémentaires sur la rédaction des demandes de subvention. Ces ressources pourraient être utiles à vous et à votre organisme sans but lucratif lorsque vous planifierez vos demandes de subvention. La trousse d'outils comprend également une copie de la série de diapos que nous utilisons dans la vidéo. Vous pouvez également cliquer sur le bouton d'abonnement situé sous la vidéo et activer les notifications afin de vous abonner à notre chaîne YouTube et recevoir des notifications sur nos prochaines vidéos. Avant de commencer, j'aimerais également mentionner que les renseignements proposés dans cette vidéo et les documents connexes ne constituent pas des services conseils ni des services professionnels. Nous ne sommes pas des bailleurs de fonds et nous n'avons aucune autorité ni aucun contrôle sur les décisions prises en matière de financement. Les renseignements que nous vous transmettons sont fondés sur des études et des discussions avec des bailleurs de fonds. Nous croyons que ces renseignements vous seront utiles au moment de rédiger vos demandes de subvention. À la fin de cette deuxième vidéo de la série Rédaction de demande de subvention 101, vous serez en mesure de décrire les étapes de rédaction et de soumission d'une demande de subvention et de déterminer et expliquer les éléments conceptuels de la proposition. Alors, allons-y et commençons la deuxième partie de la série Rédaction de demande de subvention 101. Dans la première partie, vous avez fait vos recherches et votre préparation, y compris l'analyse de votre environnement, et avez cerné un besoin clair ou une possibilité dans votre communauté. Vous avez conclu que vous avez une bonne idée à présenter à un organisme subventionnaire. Maintenant, vous êtes prêt à procéder à la rédaction de la proposition. Les renseignements qui doivent être inclus dans une proposition de demande de subvention, ainsi que l'ordre de présentation de ces renseignements dans la proposition, sont plutôt cohérents. Cependant, la séquence dans laquelle vous préparerez cette information n'est pas la même que l'ordre dans lequel elle figure dans la proposition. La colonne de gauche de la diapositive décrit les éléments de base de la proposition. Il s'agit très probablement de la séquence que les bailleurs de fonds utiliseront dans leur demande de proposition. La colonne de droite est la séquence dans laquelle vous devez rédiger ces éléments. Cette séquence indique ce que vous devez faire en premier avant de passer à la partie suivante. Par exemple, vous ne commencerez pas par la rédaction de l'introduction. L'introduction est rédigée vers la fin du processus, une fois que vous avez rédigé les principales parties de votre proposition. Après avoir rédigé ces sections principales, vous pouvez facilement les copier dans la demande, dans l'ordre demandé par le bailleur de fonds. Bien sûr, il ne sera pas nécessaire de suivre cet ordre particulier pour toutes les demandes de financement. Le but est simplement de vous donner une idée générale de ce qui est attendu par les bailleurs de fonds et l'ordre dans lequel le contenu de la proposition devrait être rédigé. Donc, maintenant que vous avez défini les éléments conceptuels de votre proposition, commençons par l'énoncé du problème et par quelques conseils à propos de ce qu'il faut inclure dans cette section. L'énoncé du problème est l'élément le plus important de la rédaction d'une proposition de demande de subvention. L'énoncé du problème prépare le terrain pour le reste de la proposition. La plupart des gens essayent de placer la solution dans l'énoncé du problème. Ne faites pas cela. Les bailleurs de fonds vous demandent souvent de définir d'abord le problème ou l'enjeu sans indiquer la solution pour l'instant. Au lieu de cela,
Expliquez brièvement ce qui doit changer ou encore pourquoi un changement s'impose. Décrivez les défis et les possibilités. Vous pouvez, par exemple, indiquer si vous avez examiné comment vous pourriez financer votre projet en faisant des économies de coûts et des gains d'efficacité au sein de votre organisme. Voici quelques suggestions de questions auxquelles vous pouvez répondre. Est-ce un nouveau problème? Est-ce un besoin récurrent? Ou s'agit-il d'une simple occasion ou d'une situation temporaire? Le financement a-t-il stagné ou changé? Peut-être que les subventions gouvernementales ont été réduites ou que vous avez reçu moins de dons en raison d'un ralentissement économique ou d'une pandémie mondiale. Les besoins de votre programme ou de vos clients ont-ils augmenté alors que votre financement est demeuré le même ou a diminué? Essentiellement, dans l'énoncé du problème, vous voulez vous assurer que vous répondez à la question à quels enjeux ou problèmes communautaires mon projet ou programme répond-il? Et si vous pouvez l'étayer par des statistiques crédibles, faites-le. Juste une remarque sur la langue. Vous pouvez voir ces autres termes répertoriés sur le côté droit. Énoncé de l'enjeu, évaluation des besoins, etc. Ces expressions signifient toutes la même chose que le terme énoncé du problème. Les bailleurs de fonds peuvent simplement choisir des expressions différentes pour la décrire, mais les renseignements que vous devez indiquer sont essentiellement les mêmes. Nous avons maintenant une question pour vous. Quel énoncé du problème est le plus efficace dans l'exemple suivant? A. L'école ABC doit embaucher un intervenant auprès des jeunes en vue de créer un programme de mentorat pour protéger ses élèves. B. Au cours de la dernière année, l'école ABC a connu une augmentation de 13 des comportements d'intimidation signalés envers ses élèves et doit embaucher un intervenant auprès des jeunes afin de créer un programme de mentorat. C. Au cours des 3 dernières années, il y a eu une augmentation de 65 des comportements d'intimidation envers les élèves de l'école ABC. Prenez quelques secondes pour répondre à la question. Si vous avez besoin de plus de temps, vous pouvez arrêter la vidéo. D'accord. La bonne réponse est C. Au cours des 3 dernières années, il y a eu une augmentation de 65 des comportements d'intimidation envers les élèves de l'école ABC. Regardons pourquoi il s'agit de la meilleure réponse. Voyons d'abord pourquoi la bonne réponse n'est pas A ou B. L'énoncé A dit ce qui suit. L'école ABC doit embaucher un intervenant auprès des jeunes en vue de créer un programme de mentorat pour protéger ses élèves. Il comprend quelques éléments que nous devons examiner. Premièrement, l'embauche d'un intervenant auprès des jeunes et la création d'un programme de mentorat constituent la solution ou une partie de la solution au problème que vit l'école ABC. L'absence d'un intervenant auprès des jeunes et d'un programme de mentorat n'est pas le problème en soi. Lors de la description du problème, c'est une erreur très courante d'indiquer la solution ou la méthode pour résoudre le problème ou la raison pour laquelle vous sollicitez des fonds. Mais rappelez-vous ce que nous avons couvert plus tôt. L'énoncé du problème ne doit pas inclure la solution. Deuxièmement, l'énoncé A ne décrit pas le problème qui mène à la conclusion qu'un intervenant doit être embauché. Un énoncé du problème doit contenir un problème ou une occasion qui doit être résolue, essentiellement le pourquoi. L'énoncé B est le suivant. Au cours de la dernière année, l'école ABC a connu une augmentation de 13 des comportements d'intimidation signalés envers ses élèves et doit embaucher un intervenant auprès des jeunes afin de créer un programme de mentorat. Cette version comprend un énoncé du problème, ce qui est bien. Cependant, elle indique également la solution envisagée. Comme nous venons de le mentionner pour l'énoncé A, l'énoncé du problème ne doit pas inclure la solution. La solution proposée doit être présentée plus loin dans le corps de la proposition avec des données probantes à l'appui. Voici l'énoncé C. Au cours des 3 dernières années, il y a eu une augmentation de 65 des comportements d'intimidation envers les élèves de l'école ABC. Cet énoncé est clair et précis. Il énonce explicitement un problème et ne propose pas de solution. Voici 2 conseils. Lors de la rédaction de l'énoncé du problème, essayez d'indiquer sa cause profonde dans la description de la situation actuelle.
Posez-vous la question suivante. L'énoncé du problème indique-t-il à quoi je souhaite consacrer des fonds ou décrit-il la cause profonde du problème auquel l'argent est destiné à remédier? Passons à autre chose maintenant. Jetons un coup d'œil au but. Voici un conseil avant même de commencer à rédiger vos buts. Vérifiez comment le bailleur de fonds définit les termes ou quelle terminologie il utilise. Vérifiez si vos buts correspondent à ceux du bailleur de fonds. Si ce n'est pas le cas, ne perdez pas votre temps à soumettre une demande. Voici un exemple. Vous faites partie d'un organisme qui travaille à la promotion de l'alphabétisation chez les enfants qui ont une déficience intellectuelle et une subvention est offerte pour financer des terrains de jeu extérieurs pour les enfants. Vous pensez peut-être que cela pourrait être un bon choix puisque votre organisme et les bailleurs de fonds travaillent avec des enfants. Cependant, les buts s'alignent-ils réellement? Peut-être, mais comment la promotion de l'alphabétisation cadre-t-elle avec la promotion du jeu en plein air? Vous croirez peut-être pouvoir préparer une proposition ingénieuse, mais les bailleurs de fonds veulent voir une correspondance claire à leurs buts. Ainsi, comme l'indique la diapositive, les buts sont généralement des énoncés axés sur les résultats. Ils décrivent ce que l'organisme souhaite accomplir et doivent se concentrer sur les ressources, les énergies, les efforts et le temps. Vous pouvez appeler le bailleur de fonds pour vérifier si vos buts correspondent aux siens. Lorsque vous communiquez avec lui, soyez passionné, mais pas argumentatif. Ne tentez pas de le convaincre que vous êtes l'organisme qu'il lui faut s'il est persuadé du contraire. Ce n'est pas la façon de construire une bonne relation. Les bailleurs de fonds veulent tirer le meilleur parti de leur temps et du vôtre. Un bailleur de fonds peut également avoir d'autres idées quant à la façon dont vous pourriez soutenir un projet ou un programme, comme une autre subvention qui pourrait être mieux adaptée à vos travaux, ou d'autres ressources comme des bassins de bénévoles et autres. Revenez à la description de votre organisme et à votre énoncé de problème pour confirmer que votre projet ou programme correspond à la subvention offerte et clarifier votre pensée et votre rédaction. Vous souvenez-vous de l'exemple de l'école ABC? L'énoncé du problème était, au cours des 3 dernières années, il y a eu une augmentation de 65 des comportements d'intimidation envers les élèves de l'école ABC. Quelles étaient les données probantes qui appuyaient ce fait? Eh bien, on a examiné le nombre d'incidents signalés qui étaient des comportements d'intimidation sur une période donnée. On aspire à une école sûre et bienveillante, exempte de comportements d'intimidation. Examinons maintenant la section des objectifs d'une proposition de demande de subvention. Voyez ce travail comme une carte. L'énoncé du problème ou du besoin de l'occasion est l'endroit où vous vous trouvez actuellement. Le but, ce que nous venons d'étudier, est l'endroit où vous voulez vous rendre. Les objectifs sont la façon dont vous passez du problème au but. Voyons comment vos objectifs devraient être présentés pour qu'ils soient intéressants pour les bailleurs de fonds. Spécifiques. Vos objectifs doivent être bien définis, clairs et sans ambiguïté. Ils doivent être clairs pour toutes les personnes qui ont une connaissance de base de l'organisme. Vos objectifs doivent être mesurables. On veut savoir si l'objectif peut être atteint et combien de chemin il reste à faire pour l'atteindre. On veut des critères précis qui mesurent vos progrès et qui montrent que vous avez progressé dans l'atteinte de vos objectifs. On veut également savoir quand vous atteindrez vos objectifs. Les objectifs doivent également être atteignables ou réalisables. Il devrait y avoir un accord avec toutes les parties prenantes quant au but à atteindre. Ils doivent également être réalisables. Ils doivent être raisonnables, acceptables et orientés vers l'action. Vos objectifs doivent être réalistes ou pertinents. Vous devriez vous demander si votre objectif concorde avec la disponibilité des ressources, des connaissances et du temps. Est-il réaliste? Et le dernier, mais non le moindre, est temporellement défini. Vous devriez prévoir suffisamment de temps pour atteindre les buts. Ça ne doit être ni trop tôt ni trop tard. Le moment doit être réaliste et vous devez également être en mesure d'assurer un suivi du calendrier. Donc, comme vous le voyez, vos objectifs doivent être intelligents. Un objectif SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini
vous aidera à concentrer vos efforts et à accroître vos chances de réussite. Voici donc un objectif du scénario de l'école ABC structuré en fonction de la méthode SMART. L'objectif est le suivant. Diminution annuelle de 30 des incidents d'intimidation à l'encontre d'élèves. Comme vous le voyez, il est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. C'est un bon but réaliste. D'accord, voici maintenant une autre question pour vous. Votre proposition comprendra presque toujours à la fois des buts généraux et des objectifs mesurables. Choisissez un objectif mesurable sur la liste ci-dessous. A. Concevoir, imprimer et distribuer des brochures qui expliquent les techniques d'autodéfense pour les femmes. B. Sauver la forêt tropicale d'Amérique du Sud. C. Accroître la sensibilisation aux techniques de prévention du VIH-Sida. D. Vacciner 2000 enfants contre la rougeole au cours du prochain trimestre. Lequel des objectifs est mesurable? Faites une analyse de chacun des choix offerts en fonction du modèle SMART. SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporellement défini. Je vais vous donner quelques secondes pour répondre à la question. Si vous avez besoin de plus de temps, vous pouvez arrêter la vidéo. La réponse est D. Cette réponse comporte un but spécifique et mesurable. Ce but est atteignable et réalisable et il est temporellement défini. Bon, passons maintenant aux résultats et aux effets. Comme vous pouvez le voir sur cette diapo, les résultats sont un produit obtenu lorsque les buts et les objectifs sont atteints. Ils décrivent le bienfait pour une personne ou le changement chez elle pendant ou après sa participation à un programme ou l'obtention d'un service. Par exemple, un changement dans les compétences ou les connaissances, dans l'attitude ou le comportement, ou dans le statut ou la condition des participants. Les bailleurs de fonds demandent souvent des résultats. C'est pourquoi il faut y réfléchir pour déterminer comment mesurer votre rendement. Dans certains cas, les bailleurs de fonds indiqueront les résultats qu'ils souhaitent mesurer. Mais même s'ils ne le font pas, il est toujours bon de déterminer les résultats que vous souhaitez atteindre et de ce que vous comptez mesurer. À tout le moins, cela vous aidera à mieux définir la portée des travaux et à vous assurer que vous indiquez également les ressources nécessaires pour les éléments d'évaluation de la proposition. Nous aborderons l'évaluation plus tard. En déterminant vos propres résultats, vous pouvez expliquer clairement comment ils correspondent à ceux des bailleurs de fonds, s'ils y correspondent. Conseil. Il est bon de voir le participant au programme comme le moteur de l'effet. Par exemple, si on revient au scénario de l'école ABC, un résultat potentiel pourrait être que les élèves se sentent en sécurité et pris en charge à l'école. Comme vous le voyez, les élèves sont les moteurs ou l'objectif de ce résultat. Cet exemple démontre un résultat lié au statut ou à la condition des participants. Ils se sentiront désormais en sécurité. Dans la proposition ou la demande de subvention, vous devriez également décrire les diverses activités prévues au projet. Il vous faudra démontrer comment ces activités vous aideront à atteindre les résultats souhaités. Par exemple, il faudra décrire les activités ou les tâches qui seront réalisées pour atteindre vos objectifs, les raisons pour lesquelles vous menez ces activités, la façon dont ces activités cadrent avec les résultats escomptés. Ainsi, par exemple, l'école ABC pourrait mener l'activité suivante. Embaucher un intervenant auprès des jeunes afin de créer un programme de mentorat qui vise à mettre fin à l'intimidation. Le raisonnement étant que la sensibilisation des élèves réduira au minimum les comportements d'intimidation. Bon, parlons maintenant de l'évaluation. Un plan d'évaluation est une partie importante d'une proposition de demande de subvention. Il fournit des renseignements qui visent à améliorer un projet ou un programme pendant sa préparation et sa mise en œuvre. Un plan d'évaluation solide vous aidera à améliorer votre projet ou votre programme. Avant de concevoir votre évaluation,
vérifiez d'abord que la demande de subvention sur laquelle vous travaillez l'exige. Les propositions de subvention ne nécessitent pas toutes un plan d'évaluation. Essentiellement, l'évaluation est une composante de la proposition, car elle indique au bailleur de fonds comment vous comptez déterminer le succès ou l'échec de votre programme et elle confirme si vous avez fait ou non ce que vous aviez prévu faire. Les évaluations peuvent vous aider à atteindre plusieurs objectifs. Comprendre si votre supposition ou votre hypothèse était juste. Avez-vous fait ce que vous comptiez faire? Déterminer si les méthodes indiquées ont été utilisées et si les objectifs ont été atteints. Déterminer si votre projet a eu des répercussions sur le besoin cerné par la communauté. Obtenir des commentaires des bénéficiaires ou des membres de la communauté. Garder le contrôle sur le projet. Les évaluations ont souvent lieu à différentes étapes du projet, ce qui permet d'apporter les corrections si nécessaire. Votre trousse d'outils contient une ressource sur la façon de rédiger la section d'évaluation de votre proposition. How to write the evaluation section of your grant proposal. Cette ressource vous aidera à rédiger votre évaluation. Pour évaluer le scénario de la demande de subvention de l'école ABC, vous pourriez sonder les élèves pour obtenir des commentaires sur l'efficacité réelle du programme de mentorat qui vise à mettre fin à l'intimidation. Vous pourriez également recueillir des données et comparer les statistiques sur le nombre d'incidents liés à l'intimidation avant la mise en œuvre effective du programme de mentorat, puis, encore une fois, à des intervalles de 3, 6 et 9 mois après le début du programme. Donc, en résumé, à ce stade, vous avez 1. Inclus l'énoncé du problème et fournit des données probantes à l'appui. 2. Fournit un énoncé qui présente les buts ou les résultats. 3. Cerner des objectifs selon le modèle SMART et cibler certains résultats souhaités. 4. Proposer une solution ainsi qu'une théorie du changement pour soutenir cette solution. 5. Et peut-être même indiquer les critères d'évaluation du projet. Si vous recherchez une liste de vérification, il y en a une dans la trousse d'outils qui a été créée par le Grantsmanship Center. Donc, en résumé, au moment de rédiger vos propositions de demande de subvention, vous devrez inclure l'énoncé du problème et fournir des données probantes à l'appui, fournir un énoncé des buts ou des résultats, déterminer des objectifs selon le modèle SMART, proposer une solution et une théorie du changement pour soutenir cette solution, et peut-être même indiquer les critères d'évaluation. La trousse d'outils créée par le Grantsmanship Center comporte également une liste de vérification en anglais. Cette liste vous sera utile pour déterminer les sections que vous devez inclure dans votre proposition. Ceci nous amène à la fin de la deuxième vidéo de la série Rédaction de demande de subvention 101. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Nos coordonnées figurent sur la diapo et se trouvent également dans la trousse d'outils. Si vous êtes en Alberta et que vous avez une question, que vous avez besoin de plus de renseignements ou que vous souhaitez faire appel à nos services, vous pouvez communiquer avec nous par courriel ou par téléphone. Vous pouvez également communiquer avec notre bureau de subventions communautaires pour connaître les subventions offertes par le gouvernement de l'Alberta aux organismes sans but lucratif. Vous pouvez aussi accéder à notre site Web pour en apprendre davantage sur nos ressources et nos services. Enfin, si vous souhaitez être informé de nos futurs services et ressources, vous pouvez ajouter votre adresse courriel à notre formulaire d'abonnement. Vous recevrez ainsi des mises à jour dès qu'elles seront disponibles. Le lien vers le formulaire d'inscription se trouve également dans la description de la vidéo. Merci de votre attention. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que nos communautés sont chanceuses de bénéficier de tout ce que vous faites. Merci et au revoir.